Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des paramètres alimentaires à individualiser et on va en même temps aborder le sujet des problèmes que peuvent poser l'alimentation ancestrale, telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'elle explose sur les réseaux, avec plein de petits régimes autour. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors les paramètres alimentaires, c'est un sujet, je pense, qui est très important puisque quelle que soit la diète qu'on va faire, on est forcément en train de choisir entre différents paramètres alimentaires, quelle que soit la diète qu'on fait. Donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et c'est véritablement sur ces paramètres-là qu'on va pouvoir jouer pour trouver ce qui fonctionne pour nous, parce que, on va le voir dans cette vidéo, ces paramètres alimentaires, ils ont des relations les unes avec les autres. Quand vous choisissez une chose, vous renoncez à une autre. Donc de toute façon, quelle que soit la diète que vous avez forcément fait un choix de paramètres alimentaires. Et il faut connaître ces paramètres, il faut connaître leur influence pour justement pouvoir tester des choses et s'orienter dans la bonne direction. Voilà. Et toute cette discussion-là va nous servir de prétexte pour mettre en évidence les potentiels problèmes de l'alimentation ancestrale. On va voir un petit peu ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'alimentation ancestrale, on va voir des exemples de repas, et surtout on va voir que c'est pas forcément adapté à tout le monde. Ok, parce que c'est le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, c'est que tu puisses naviguer seul. Alors pas complètement tout seul, mais c'est au moins que tu aies de l'information pour pouvoir déjà te rendre compte de ce que tu mets dans ton assiette et de pouvoir commencer à expérimenter, à faire des changements pour aller dans le bon sens, c'est-à-dire pour avoir des améliorations sur ta situation. Ok, on rappelle comme toujours euh, l'énoncé d'Hippocrate que toutes les maladies ont deux causes originelles, le manque de nutriments ou la hausse de la toxémie. Ok, ça on va le garder tout au long de la vidéo en tête puisque ça va intervenir à différents endroits. On va voir ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, je voudrais aborder un premier point avant même de parler de paramètres alimentaires, de glucides, protéines, fibres, etc. J'aimerais juste préciser une chose, c'est que quand on démarre une nouvelle alimentation, il faut avoir conscience que parfois des améliorations à court terme ne veut pas forcément dire que ce qu'on est en train de faire est bon pour le long terme. Et j'insiste sur ce point parce qu'il est absolument fondamental. Combien de fois je vois des gens mettre des commentaires sur des vidéos YouTube et dire ouais, moi je fais le régime qui est recommandé dans cette vidéo, j'ai réglé tel problème, je ne mangerai plus jamais ces aliments, c'est terminé, j'ai trouvé le Saint Graal. Et moi-même, j'ai été comme ça. J'ai eu des gros problèmes de santé dans ma vie, pas catastrophiques, mais j'en ai eu quand même des problèmes importants, et chaque fois, mon objectif était le même. Trouver la diète idéale pour moi qui allait fonctionner toute ma vie et qui allait régler tous mes problèmes. Et j'aurais bien aimé à l'époque savoir ce dont je vais parler maintenant. Il y a des chances, quand on change d'alimentation, d'avoir des améliorations à court terme, mais qu'à long terme, ce ne soit pas forcément bénéfique pour nous. Donc maintenant, on va illustrer ça par deux concepts. Premier concept, c'est le concept de la lune de miel, qui m'a été enseigné par Garrett Smith. En anglais, ils appellent ça the honeymoon. Donc qu'est-ce que c'est la lune de miel? C'est un peu négatif comme vision du mariage, mais donc ce que dit en substance le concept de la lune de miel, c'est pendant la lune de miel, tout est magnifique, on est heureux, etc. Et puis 10 ans après, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on finit avec un divorce. Voilà ce que ça veut dire en substance. Bon, j'avoue, c'est pas très joyeux, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans la lune de miel, il faut comprendre que les effets qu'on va ressentir lorsqu'on adopte une nouvelle alimentation sont liés en premier lieu aux carences qu'on commence à combler. Je donne un exemple. Moi, quand j'étais vegan, crudivore, et que j'ai recommencé à manger de la viande, ça m'a fait un bien
immédiat. Je me souviendrai toute ma vie, le premier morceau de viande que j'ai remis dans ma bouche, c'était un magret de canard que j'avais acheté au marché. Et quand je l'ai mis dans ma bouche, j'ai eu l'impression d'avoir un orgasme. Tellement j'en avais besoin, tellement c'était puissant. Et ensuite, pendant 1 an et demi, après cette période végane, j'ai mangé des quantités astronomiques de viande. Et ça me faisait énormément de bien. Aujourd'hui, je ne pourrais pas manger toute cette quantité de viande parce que j'ai besoin d'autres aliments à côté, ça ne me ferait pas forcément du bien. Mais à l'instant où j'en avais le plus besoin, c'est ça qu'il me fallait. Parce que j'avais des besoins énormes en protéines, énormes en micronutriments, énormes en zinc, en fer, enfin, tout ce qui est dans la viande. Mais c'est pas parce que ça me faisait du bien à cet instant que c'est forcément l'alimentation que je devais garder toute ma vie. Donc voilà ce qui se passe au niveau schématique. Donc ici, là, voilà, vous avez une personne qui est sur une diète mauvaise, industrielle, pas adaptée pour elle, elle est fatiguée, elle a des ballonnements, etc. Et puis tout d'un coup, elle découvre, NA, une nouvelle alimentation à cet instant-là. Et puis là, elle commence à enlever des aliments qui ne sont pas bons pour elle maintenant. Elle commence à ajouter des aliments qui lui apportent des nutriments dont elle est carencée depuis des années. Eh bien, la progression est immédiate et fulgurante. Elle a plus d'énergie, elle dort mieux, elle a une plus belle peau, ses cheveux poussent plus vite, elle a une meilleure libido, et elle se dit « Waouh, mais c'est fantastique cette alimentation !» Mais tout ce qu'elle ne voit pas, c'est que pendant cette période-là, où sa santé s'améliore, ben, sa nouvelle alimentation, il y a des autres nutriments qu'elle ne contient pas. Mais c'est pas grave, parce qu'au début, son corps est tellement content de recevoir les nutriments qu'il n'a pas eu pendant des années, que l'amélioration va continuer, la progression va continuer d'augmenter. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ces nutriments que cette nouvelle alimentation ne contient pas, eh bien, commencent petit à petit à faire le lit de nouvelles carences. Et donc, au fur et à mesure qu'elle avance, eh bien, elle a complètement comblé ses besoins dont elle était carencée avant, mais petit à petit apparaissent de nouvelles carences dues à cette nouvelle alimentation qui n'est pas parfaite pour elle. Et donc petit à petit, on a la santé qui stagne et on peut même avoir une régression si on reste suffisamment longtemps sur cette alimentation. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que la personne, quand elle se trouve ici, là, dans cette phase où elle stagne, ou même quand elle se trouve là, dans une phase où elle recommence à descendre, elle est toujours beaucoup plus haute que là où elle était avant. Suis bien ma souris là, même quand elle est en train de descendre, elle est toujours beaucoup plus haute que là où elle était avant. Et c'est là où c'est hyper difficile pour le mental. Parce que tu te dis, non mais attends quand même, je dors mieux qu'il y a 1 an, j'ai une plus bonne énergie, j'ai une meilleure humeur. Non, non, non. Je vais beaucoup mieux qu'avant. Je vais continuer à faire confiance à cette alimentation. C'est peut-être une mauvaise période, peut-être que si, peut-être que ça. Et c'est là où elles sont les œillères. Parce que comme avec cette alimentation, on est passé à l'étape supérieure, on se dit, mais c'est pas possible. Moi, jamais je reviendrai à d'autres choses avant. Alors que peut-être, dans son alimentation avant, il y avait des choses. Pas tout, mais il y avait peut-être des choses qui seraient essentielles aujourd'hui. Mais comme on a eu ce différentiel, ce gain entre les deux, on ne veut pas regarder en arrière et se poser la question, bah, peut-être qu'il y avait des choses qui me seraient toujours utiles aujourd'hui. Ok? Et c'est pour ça que, d'après moi, c'est tellement difficile d'avoir cette lucidité d'esprit, de regarder en arrière et de se dire, ok, bah, je vais essayer de me remettre en question. Si ma santé, elle descend, à un moment donné, c'est que ce que je fais actuellement, ça ne va pas dans le sens de la santé. C'est pas dans mon intérêt. Et ça, je le conçois, c'est très difficile à faire, hein, parce que ça demande une vraie honnêteté avec soi-même, une honnêteté radicale, ça demande une ouverture d'esprit, ça demande de ne pas être dans l'idéologie, et c'est une tête de mule qui te parle, hein, je suis une mule de compétition, donc j'ai été très souvent dans cette situation. Voilà, donc ça c'est le concept de la lune de miel. Ensuite, il y a le concept du paradoxe, ils appellent ça duration paradox, encore une fois, Dr. Garrett Smith qui m'a appris ce terme. Ce qui donne des symptômes positifs au début n'est pas toujours bon à long terme. Je vais le dire autrement, si vous prenez des compléments ou si vous avez une nouvelle alimentation, elle peut vous donner des symptômes d'amélioration
sans être bénéfique pour vous. Et alors ça, c'est hyper profond, d'accord? Et alors on se dit, mais comment c'est possible? Tu es en train de me dire, je fais quelque chose de nouveau, j'ai moins de douleur, j'ai moins de fatigue, je dors mieux, etc. Mais tu es en train de me dire que c'est pas bon pour moi. Comment c'est possible? Je vais donner quelques exemples. Nous avons par exemple des substances chimiques qui, lorsqu'on les prend, ralentissent les processus de détoxification. Par exemple, la curcumine et les flavonoïdes, pas tous les flavonoïdes, mais certains, sont connus pour réduire l'activité du LADH, qui est une enzyme qui permet la détoxification des alcools dans le foie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ralentissez la détoxification, eh bien, vous pouvez avoir une amélioration des symptômes. La détox, c'est pas quelque chose de marrant, hein. On prend des molécules toxiques, on les rend des fois encore plus toxiques dans le process de neutralisation, puis on les neutralise, et puis on les évacue. Donc quand tout ça, ça se retrouve dans le sang, quand tout ça, ça se retrouve dans la bile, quand tout ça, ça circule dans le corps, il peut y avoir des symptômes désagréables. Donc si on ralentit cette enzyme de détoxification, ah bah génial, il va y avoir moins de déchets dans le sang, super, on va se sentir mieux. Oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train d'améliorer la santé? Est-ce qu'on est en train d'enlever des toxines, d'ajouter des nutriments? Ou est-ce qu'on est juste en train d'acheter du sursis et de repousser les problèmes à plus tard? Donc ça, c'est le concept de duration paradox, le paradoxe de la durée. Deux autres exemples, le jeûne. On prend une personne qui a le SIBO, par exemple. Je te parle du SIBO parce que je suis spécialisé là-dedans, mais ça pourrait être l'intestin irritable, des ballonnements, candidose, etc. Une personne qui a des troubles digestifs, gros troubles digestifs. Et bien tout d'un coup, elle se dit, bon bah j'en ai marre, je vais arrêter de manger. C'est génial. Tous les symptômes vont se calmer, plus d'inflammation, plus de ballonnements, plus de maux de ventre. Génial. Mais on a arrêté de manger. Ça veut dire on a arrêté, un, d'accumuler des nutriments, deux, on arrête la sécrétion de bile. Et si tu suis mes vidéos, tu sais que la sécrétion de bile, c'est la voie de détoxification principale. À chaque repas, la bile est sécrétée dans les intestins et se barre aux toilettes si on a suffisamment de fibres. C'est comme ça qu'on se détoxifie, de façon principale. Donc quand on jeûne, un, on arrête d'apporter des nutriments, deux, on arrête de se détoxifier. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben, on n'est pas en train de se réparer. On est en train d'acheter du sursis. Et le prochain repas qu'on va faire, on va prendre cher. Pourquoi? Parce qu'il va falloir rattraper les calories et les nutriments du repas qu'on n'a pas fait. Donc on va avoir 2 fois plus d'efforts digestifs. Donc on va avoir 2 fois plus de problèmes. Donc encore une fois, une situation où on a une amélioration des symptômes à court terme, mais on va avoir une aggravation de l'état à long terme. Donc là, j'ai pris une situation particulière, hein. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les gens qui ont des problèmes digestifs. Et enfin, le café. Il y a des gens chez qui le café ne fait pas du bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas commencer une journée le matin sans café, sinon ils sont complètement cassés, fatigués. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on boit du café? On est en train de prendre un cheval qui est fatigué, qui ne veut plus avancer, on est en train de lui mettre un coup de fouet. Donc il va faire un tour de piste supplémentaire. Ouais, il va peut-être le faire. Par contre, quand il va s'arrêter, je te garantis qu'il va dormir 2 fois plus. Donc avec le café, sur une personne qui est fatiguée, qui a un épuisement, on est en train d'acheter à crédit de l'énergie qu'on va devoir de toute façon rembourser plus tard. Et si on est déjà en épuisement, eh bien la facture sera encore plus salée le jour où on va s'arrêter. Et le café donne plus d'énergie, et le café donne une meilleure concentration, plus d'énergie au sport, etc. Donc il y a bien dans ces 3 cas-là une amélioration des symptômes à court terme, mais ce n'est pas bénéfique pour le corps, pas à court terme, puisque soit on est en train de le surstimuler, soit on est en train d'arrêter de le nourrir, de détoxifier, soit on est en train de réduire la détoxification. Donc ce n'est pas bénéfique pour le corps. Et pire que ça, à long terme, on est en train d'aggraver la situation. Voilà, donc ça c'est ces 2 concepts que je voulais te présenter, le paradoxe de la durée et la lune de miel, qu'il faut avoir en tête quand on teste une nouvelle alimentation, quand on teste des nouveaux compléments, de toute façon quand on fait n'importe quel changement, il faut avoir ces 2 choses en tête.
Et je suis d'accord avec toi, c'est pas toujours facile puisque ça demande des connaissances. Ça demande des connaissances sur le fonctionnement de la détoxification. Ça demande de la connaissance sur qu'est-ce que les alimentations, les régimes alimentaires contiennent comme nutriments, qu'est-ce qu'ils ne contiennent pas. Et tout ça, ça demande des connaissances. Donc je suis tout à fait conscient, c'est pas compliqué, mais il faut connaître ces concepts parce qu'une fois qu'on les a en tête, on est déjà un petit peu plus conscient des problèmes qui peuvent se passer. Voilà. Prochain point. On va concrètement parler cette fois de l'alimentation ancestrale. Donc pourquoi je parle de l'alimentation ancestrale? Puisque voilà, l'alimentation ancestrale, ça veut dire l'alimentation brute. C'est l'alimentation que les naturopathes, que la naturopathie, que nous sommes censés manger, que la naturopathie recommande, pardon, que nous sommes censés manger pour être en bonne santé. Ok? Maintenant, sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, on assiste ces dernières années à un retour vraiment un regain d'intérêt pour l'alimentation ancestrale, mais cet terme alimentation ancestrale est un petit peu galvaudé puisqu'on peut suivre des tas de comptes qui font des alimentations dites ancestrales mais qui diffèrent beaucoup les unes des autres. Donc on va essayer de remettre un petit peu de contexte là-dedans. Donc l'alimentation ancestrale, c'est pas compliqué, c'est une alimentation brute ou la plus brute possible, constituée d'aliments qui existent depuis au moins 100 ans. Évidemment, là-dedans, on va pouvoir mettre de façon sporadique des choses qui sont, on va dire, du monde moderne. Ça va dépendre également le degré de transformation. Mais grosso modo, c'est ça. La base de l'alimentation ancestrale, c'est des aliments qui existent depuis assez longtemps, qui ne subissent pas des process de transformation trop récents et qui peuvent endommager leur matrice alimentaire et donc les nutriments qu'ils contiennent. Et grosso modo, c'est surtout des aliments brus. Ça, c'est pour moi la définition de l'alimentation ancestrale. Après, il y en a qui diront que non, l'alimentation ancestrale, c'est ils vont repartir au néolithique, au paléolithique, il ne va pas y avoir les produits laitiers, etc. Moi, je pense que déjà, si on s'arrête à 100 ans, on a déjà fait le plus gros du boulot. Puisqu'on a des exemples de populations ancestrales qui vivent en bonne santé, voilà, et on a des exemples assez récents hein, qui datent pas d'il y a 500 ou 1000 ans. Ok, donc pour donner un petit peu des noms à qui sont les fers de lance de l'alimentation ancestrale, bon, pour moi, le précurseur, ça reste quand même Weston Price, début des années 1900. Tout le monde le connaît, en tout cas sur ma chaîne, je pense que tout le monde sait qui c'est Weston Price, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc ça a été le précurseur pour donner le ton de l'alimentation ancestrale. Et aujourd'hui, on a plusieurs courants alimentaires qui se revendiquent de l'alimentation ancestrale. On a tout ce qui va être régime carnivore, cétogène, paléo. On a également les régimes plus végétalisés, végétariens, végétaliens, qui peuvent aussi être considérés comme des alimentations ancestrales, hein. Sauf si on commence à consommer des tonnes de produits industriels, des burgers au sétan, etc. On a tout le courant animal based donc une alimentation basée sur les produits animaux, produits laitiers crus aussi, mais avec également l'introduction de végétaux soi-disant non toxiques, donc des fruits, du miel, etc. On a le mouvement Primal Diet, que j'ai très bien connu, et on a tout le courant pro-métabolique, donc tout ce qui s'inspire du travail de Repeat. Et j'ai mis en parenthèse qu'il n'était pas toujours très ancestral, puisque voilà, un mouvement qui utilise, alors je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, je dis un mouvement, il y a plein de façons de faire toutes ces alimentations-là, donc je voudrais vraiment pas que tu penses que là je suis en train de cloisonner ces, ces régimes alimentaires, mais c'est juste pour dire ce que je trouve dedans, et des fois dans le mouvement pro-métabolique, il y a des choses qui ne sont pas très ancestrales, quoi. Hein, avec l'utilisation notamment de gélatine, des fois d'aspirine, de sucre dans le café, de sucre dans le lait. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pas trop ancestrales, mais il y a des façons très ancestrales de faire des alimentations pro-métaboliques. C'est pour ça que je l'ai quand même inclus dedans. Voilà un peu les différents mouvements que je vois aujourd'hui. Ensuite, je vais te donner quelques noms de comptes pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Alors au niveau du carnicétogène, voilà, des comptes ou des personnalités, il y a le Dr Ken Berry, le Dr Sean Baker, Nutrition with Judy, Bart Kay. Tout ça ce sont des comptes qui vont promouvoir l'alimentation carnivore cétogène.
Ensuite, on a la fondation Weston Price, qui a une chaîne YouTube, un site web et un compte Instagram, qui continue de faire la promotion de soi-disant l'alimentation telle qu'elle aurait été euh, promue par Weston Price, même si voilà, je trouve que c'est un peu compliqué de prendre le travail d'une personne qui est décédée, qui n'a fait aucune recommandation alimentaire. Donc voilà, il représente Weston Price, et on va dire c'est l'interprétation de ces personnes-là sur ce qu'est l'alimentation, entre guillemets, Weston Price. Ensuite, au niveau des régimes plus végétalisés, il y a plein d'exemples. J'en ai choisi deux, qui sont Cyrus Kambata et Robbie Barbaro. Donc, qui sont deux personnes qui sont aux États-Unis et qui ont notamment créé un programme pour tous les diabétiques. Donc, c'est un programme à base de fruits, de légumes. C'est un régime végétalien. Il y a aussi des légumineuses, il me semble. Et donc voilà, ça c'est une diète ancestrale, pareil, mais qui est entièrement végétale. Au niveau de Animal Base, on a Paul Saladino, un très connu, presque 3 millions d'abonnés sur Instagram. On a Carnivore Aurelius. Donc eux, ils sont plutôt sur voilà, des viandes, des produits laitiers crus, et à côté des fruits, des jus de fruits, du miel, enfin des choses comme ça. Au niveau du domaine pro-métabolique, donc là on a tous les comptes qui, entre guillemets, s'inspirent du travail de Repit, même si pareil, je le redis là, Repit n'a jamais donné des directives claires quant à l'alimentation, à tout ce que vous voyez, tous les comptes, ce ne sont que des personnes qui interprètent, d'accord, le travail de Repit, ça il faut être tout à fait clair là-dessus. Et après on a voilà, Mike Fave et Jeff Feldman qui ont des chaînes YouTube et qui sont un petit peu voilà, les personnes que j'écoute surtout sur tout ce qui est sphère pro-métabolique. On a aussi Georgi Dinkov, on a une autre personne, Danny Roddy, Danny Roddy, ouais, qui sont spécialisés là-dedans. Et enfin, on a tous les comptes qui s'inspirent de la Primal Diet. Donc là, pareil, il y en a quelques-uns. Il y a quelques chaînes YouTube, il y a quelques comptes Instagram, voilà, qui s'inspirent du travail d'Ajounous Van Der Planis. Donc là, on est plutôt sur des produits animaux entièrement crus, mais on a aussi des végétaux à côté. Et on peut également avoir voilà, des amidons cuits, mais il faut lire ces bouquins pour en savoir plus. Et pareil, il y a plein de forums, de comptes qui parlent de son travail, qui interprètent donc son travail. Voilà un peu au niveau des comptes des personnalités. Donc maintenant, quelles sont les alimentations ancestraux qu'on va retrouver le plus souvent? Alors en protéines, ça va être la viande, le poisson et les œufs. Il va y avoir des produits laitiers crus, donc des fromages au lait cru, de la crème, du beurre, du lait. On va retrouver des fruits et des jus de fruits, surtout pour le courant pro-métabolique, hein. On va retrouver des sucres naturels comme le miel, le sirop d'érable. On va retrouver des céréales au levain, pain au levain par exemple. On va retrouver un peu de légumes et des végétaux fermentés, comme la choucroute, du natto par exemple. Mais bon, les légumes, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui occupe généralement une grande part dans l'alimentation, dans les alimentations ancestrales. Donc ça, c'est tous les aliments qu'on retrouve, évidemment, en fonction du courant dont je vous ai parlé. Ben, par exemple, le régime carnivore, ben, ça va être uniquement les produits animaux. Il n'y aura pas de fruits, pas de céréales, etc., quoi. Ça, c'est un peu pour dire les aliments qu'on va retrouver. Donc, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de façons différentes de faire une alimentation soi-disant ancestrale aujourd'hui. Beaucoup de comptes utilisent le terme alimentation ancestrale, mais paradoxalement, on va retrouver sur ces comptes des assiettes très différentes. Donc, je t'en ai sélectionné quelques-unes pour que tu puisses voir un peu la variété de ce qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, on va voir tout ça ensemble. Première image, donc on a du fromage au lait cru, des œufs, des cranberries séchés, il me semble que c'est un morceau de steak, ou alors c'est du thon, et là on a un jus d'orange. Donc ça c'est une photo qui a été prise d'un compte Instagram sur l'alimentation ancestrale, tout simplement. Ensuite là on a une photo des strong sistas, donc là on est dans la sphère pro-métabolique, donc qu'est-ce qu'on a? Un petit bout de foie, un steak tartare, on a des huîtres, on a des fruits, on a du fromage au lait cru, et là je sais pas ce que c'est, peut-être que c'est du beurre, peut-être que c'est de la crème, je sais pas exactement ce que c'est. Voilà, donc ça c'est les strong sistas pro-métaboliques. Ensuite, on a le repas de Paul Saladino. Donc là, pareil, on est sur du animal base. Donc on a le rib steak, donc l'entrecôte ou la basse côte, avec le fromage au lait cru, le sel, le jus d'orange pressé et on a le miel.
Ensuite, on a de nouveau une photo des Strong Sisters. Donc pareil, vision pro-métabolique. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus fruité, légumineux. Donc là, on a des haricots verts, on a du bœuf, on a de la patate douce japonaise. Très intéressante puisqu'elle est faible en vitamine A. On va en parler tout à l'heure, la vitamine A. On a de la betterave, on a de la feta de chèvre. Sheep, non, sheep c'est mouton, excuse-moi. On a de la feta de brebis. Et là, on a du melon. Voilà, donc sphère pro-métabolique. Là, on a une grosse salade donc de Robi Barbaro et de Cyrus Kambata. Donc on a voilà, des oignons rouges, des tomates, des pois chiches, du maïs, des carottes, la salade. Et on a une sauce, je ne sais pas à partir de quoi elle est faite. Donc là, on a purement une alimentation végétalienne. Mais qui se réclame également de l'alimentation ancestrale. Ensuite, on a un repas du conte primitif du futur. Donc petite dédicace à toi si tu me vois. Donc c'est une personne que je connais un petit peu. Qui poste ses repas entre guillemets ancestraux. Donc là, on a une cuisse de poulet, on a des pommes de terre, du chou fermenté, de la carotte cuite, du pain au levain et une compote de pommes. Voilà. Repas ancestral. Ici, vous le reconnaîtrez peut-être, mais on a la grosse côte de bœuf entrecôte du docteur Sean Baker. Donc on a de la viande et du sel et rien d'autre. Et là, on a un conte autrichien que je suivais à l'époque, donc qui fait un peu un mix entre du Ajonus van der Planix, donc de la Primal Jet, et du pro-métabolique. Donc là, on a du foie de bœuf, on a 2 huîtres, on a du fromage au lait cru et on a du miel en rayon. Donc voilà, avec tous ces repas, tu vois bien que y a vraiment plein de façons de faire une alimentation soi-disant ancestrale. On peut partir sur des trucs très carnés, on peut partir sur des choses pro-métaboliques avec du foie, etc. On peut partir sur des choses plus amidonnées avec du pain au levain, sur du végétalien. Voilà, on peut vraiment partir sur des choses très différentes. Donc ça, c'est pour te faire sentir que, voilà, le mot ancestral, il est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui. Et, euh, et c'est pas forcément ce qui va te convenir à toi. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et on va voir un petit peu quels sont les différents paramètres à évaluer. Ok? Alors, maintenant qu'on a vu un peu ce que ça pouvait être l'alimentation ancestrale, on va voir concrètement les paramètres de l'alimentation à, à manager, à gérer pour faire ces expérimentations parce que c'est là où les problèmes potentiels vont apparaître. Ok. Alors, premier paramètre, c'est la quantité globale de protéines. Donc moi j'en parle souvent des protéines dans mes vidéos, surtout sur toutes les vidéos où je parle de prise de poids. C'est que, alors c'est ma croyance et c'est mon retour, donc je peux me tromper, mais très souvent dans les diètes ancestrales, je vois trop de protéines. Trop de protéines dans la journée. Donc le premier paramètre à gérer, c'est la quantité de protéines. Est-ce qu'on en consomme suffisamment? Est-ce qu'on en consomme trop? J'avais fait, il y a quelques semaines, une vidéo sur l'excès de protéines et la testostérone. Donc je rappelle une chose, c'est que la protéine, c'est un macronutriment de construction. Le corps s'en sert pour construire. Il ne veut pas s'en servir pour fabriquer de l'énergie. Ce qui veut dire que si on est en excédent de protéines par rapport aux macronutriments énergétiques, qui sont lipides et glucides, on va avoir un problème. On va avoir un problème parce qu'on va avoir trop de matériaux de construction et pas assez d'énergie. Et donc là, on va rentrer dans un problème métabolique qui est le manque de substrat énergétique pour fonctionner. Et là, la cascade sur la thyroïde, la cascade sur les hormones stéroïdiennes, la cascade sur tout le métabolisme, elle est réelle. Donc j'avais parlé à l'époque, il y a quelques semaines, j'avais passé plusieurs études dans une vidéo. Et c'était des études qui montraient la relation chez des hommes entre le taux de protéines ingéré et la testostérone sanguine. Donc notamment, j'avais montré des schémas comme ça qui montraient que plus les hommes, donc l'échantillon des hommes testés, mangeaient de protéines, c'est-à-dire plus la quantité de calories provenant de protéines dans leur alimentation est élevée, plus les taux de testostérone sanguin étaient bas. Et on avait vraiment une relation, comme montre cette courbe-là, une relation linéaire, quoi. Ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais comment c'est possible? On part quand même de 14 ou 15% de protéines en total calorique, ce qui n'est pas non plus énorme, quoi. Mais ça fait que baisser en tendance générale. Alors, c'est une étude, c'est pas très robuste, ça n'a pas été fait sur beaucoup d'hommes, mais quand même,
On se pose quand même des questions par rapport à ça. J'avais également montré cette étude, donc cette étude qui était une méta-analyse hein, qui avait repris plusieurs études, et dans toutes les études, d'accord, on avait le score est sans appel, on a une relation inverse entre la quantité de protéines consommée et la testostérone sanguine. C'est-à-dire que dès qu'on passe 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, bon ben les chances d'avoir, en tout cas dans ces études-là, des hommes qui ont des taux de testostérone plus élevés que la moyenne, bah, elle est basse quoi. Alors après voilà, il y a toujours des exceptions, etc. Mais je veux dire, c'est plus on va vers la droite, là, plus la testostérone elle baisse dans tous les cas. Donc ça doit quand même nous faire nous poser des questions sur la protéine. La protéine, c'est pas quelque chose à surconsommer. Tout ce que je dis là, c'est des études qui sont sur les hommes, mais on pourrait très bien extrapoler ça aux femmes. Parce que je veux dire, s'il y a un problème hormonal chez les hommes, eh bien, il est légitime de se demander, mais est-ce que ça pourrait être la même chose pour les femmes? Et je pense, c'est ma croyance, hein, j'ai pas de preuve, mais que c'est pareil pour les femmes, quoi. Les protéines, ce n'est pas un macronutriment à surconsommer. Il en faut suffisamment, s'il n'y en a pas assez, c'est pas bon, mais s'il y en a trop, ça cause des problèmes hormonaux. Et donc ça va nous permettre d'illustrer ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est la lune de miel. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je prends mon exemple personnel. Le jour où j'ai recommencé à manger de la viande après une période végane, mais j'ai mangé des quantités astronomiques de viande. Enfin, tu aurais pu me poser 1 kilo de viande dans l'assiette tous les jours, j'aurais pu descendre ce kilo de viande tous les jours, quoi. Par contre, si j'avais continué à long terme, bah, ça aurait certainement pas été bénéfique pour moi. Donc là, encore une fois, il faut avoir conscience de ces concepts qu'on a vus avant, la lune de miel, qui est que bah, quand on est sur une alimentation conventionnelle, avec des pâtes, du riz, de la viande blanche et des légumes, etc., et que du jour au lendemain, on découvre l'alimentation ancestrale, qu'on met plus de viande et qu'on a été carencé pendant des années en zinc, en fer, en sélénium, en protéines de bonne qualité, bah on a immédiatement un bien-être. Ok, mais c'est parce qu'on est en train de combler ces carences, et ça ne veut pas dire qu'il faut s'envoyer 1 kilo de viande par jour. Parce qu'à long terme, donc les problèmes d'un excès de protéines, bah, ça va être des problèmes de métabolisme, parce qu'il y a trop de macronutriments de construction par rapport au substrat énergétique. Ça peut être des problèmes hépatiques, on peut avoir des problèmes au niveau du métabolisme du sulfure, au niveau du foie. Tout ça va donner des problèmes hormonaux, puisque le foie il est central hein, dans la désactivation des hormones. C'est lui qui est tout en haut du métabolisme des hormones stéroïdiennes, avec le métabolisme du cholestérol. C'est lui qui convertit la majorité de la T4 en T3. Donc on va avoir toute une cascade hormonale qui peut se faire. Toujours au niveau hépatique, on peut avoir une inappétence. Les protéines sont un excellent coupe-faim, donc en manger trop, ça peut couper la faim. Ça peut provoquer de la perte de poids, de la perte musculaire. On se souvient du fameux régime Dukan, d'accord, qui était spécialisé pour faire perdre du poids aux gens. Moi, je me souviens, je l'avais suivi à l'époque en plus, hein, quand j'étais jeune. J'allais j'allais au casino, je lisais le petit livre pour pas l'acheter. Après, je notais tout sur un papier et puis après, je rentrais à la maison. Et je me souviens, il me semble que la première ou la deuxième phase du régime Dukan, si je ne me trompe pas, c'était beaucoup de protéines maigres avec des légumes. Donc d'un point de vue pro-métabolique, catastrophique, vraiment catastrophique. De la protéine, pas de substrat énergétique, le corps il va piocher dans les réserves. Donc quand tu es jeune, oui ça fonctionne super bien pour perdre du poids, mais c'est une catastrophe au niveau métabolique et hormonal, quoi. Voilà, donc bien avoir conscience de ça, la protéine c'est pas un macronutriment à surconsommer, euh, et, euh, et il faut en avoir conscience. Voilà. Et souvent dans la sphère ancestrale, je vois beaucoup de gens qui s'envoient des énormes quantités de protéines et je me pose la question, est-ce que c'est pas trop? Voilà. Donc ça c'est une question, un paramètre important à regarder, la quantité globale de protéines. Deuxième paramètre super intéressant, c'est le rapport entre les glucides et les lipides. Donc là, je vais passer une petite image de l'article de Denise Minger hein, qu'on m'a fait découvrir euh, par une thérapeute avec qui j'échange, donc je la remercie parce que c'est un article intéressant. Et donc Denise Minger, elle écrit déjà des articles super intéressants. Si vous lisez l'anglais ou que vous avez le petit Google Traduction, l'extension là en haut de votre navigateur, allez vraiment sur le site de Denise Minger, elle a des super articles. Et donc elle a écrit un article en 2015 qui s'appelle In Defense of Low Fat, donc pour la défense des régimes low fat. Et donc elle a cette petite image que je trouve pas mal, qui est que
Elle explique que au niveau métabolique, il y a deux types de magie qui peuvent se produire. Vous avez un premier type de magie qui s'opère quand les graisses représentent plus de 65% de votre apport énergétique. Donc là, on est sur les régimes low carb et cétogènes. Et puis vous avez un autre type de magie qui se produit quand les graisses représentent moins de 10% de vos apports énergétiques. Donc là, vous tournez à plein régime sur les glucides. Et là, de ce côté-là, on est dans toute la sphère pro-métabolique et high carb, low fat. Okay, et cette image, elle est très intéressante parce que elle met en évidence le fait qu'on va délibérément choisir de donner la priorité à un carburant. Quand vous êtes de ce côté-là, vous donnez la priorité aux graisses. Quand vous êtes là, vous donnez la priorité aux glucides. Et bon, elle appelle ça le macronutrient swampland. Donc elle dit entre les deux, c'est un peu la merde. Donc c'est ce qu'elle explique. Mais bon, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un petit peu de graisse et un petit peu de glucides ensemble. Mais c'est vrai que d'un point de vue métabolique et d'un point de vue thérapeutique, cet article qu'elle écrit montre qu'il y a des très bons résultats sur des diètes où vraiment on choisit notre carburant. On va vraiment choisir que les glucides ou que les graisses. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un regain du cétogène et du low carb parce que il y a inévitablement dans la littérature scientifique des exemples qui montrent qu'il y a des améliorations. Après, est-ce que ce sont des améliorations long terme? Ça, c'est toujours difficile à dire, hein, parce que suivre les gens sur 10, 20, 30 ans, c'est quasiment impossible, hein, surtout si on veut contrôler tout ce qu'ils font. Et dans cet article-là, elle parle des diètes qui ont été utilisées déjà dans les années 1900 sur des diètes qui étaient high carb low fat. Et il y a également d'excellents résultats au niveau métabolique, au niveau du diabète, au niveau de différentes maladies. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc ce rapport glucides-lipides, il faut bien se dire que plus on est dans une situation problématique d'un point de vue métabolique, plus il est important de choisir son carburant. C'est ce que je pense à l'heure actuelle. Ça peut changer. Je te rappelle que je suis un être humain et que je peux me tromper. Donc tout ce que je te dis là, ce n'est pas du conseil médical. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que plus on a des problèmes de digestion métabolique, de sommeil, de toxicité, de problèmes hépatiques, plus il est important de choisir son carburant. Parce que justement, en choisissant un carburant très riche en glucides, on va retrouver une très grande sensibilité à l'insuline, puisqu'on va forcer les cellules à utiliser le glucose. C'est tout le concept de la vision pro-métabolique, hein, c'est de retrouver une super sensibilité à l'insuline. Et du coup, de l'autre côté, c'est voilà, toute l'approche low carb et cétogène qui consiste à dire, nous, on va tourner sur les corps cétoniques, nous, on va forcer le corps à tourner sur les graisses. Donc il est important, je pense, de faire un choix et d'arbitrer en fait ce rapport glucides-lipides. Et là, on a vraiment des problèmes, c'est quand on est au centre, quoi. Quand vraiment on fait exactement la même quantité de glucides et de lipides, c'est là où on va. Alors pour le coup, on va très facilement prendre du poids, hein. Quand on cherche à prendre du poids et qu'on n'a pas de problème spécifique, mélanger les graisses et les glucides, c'est la façon la plus efficace et rapide de prendre du poids. Par contre, au niveau hépatique, au niveau métabolique, ça peut poser des problèmes. Et encore une fois, voilà, il ne faut pas le prendre pour une vérité générale. Il y a toujours des individualisations à faire. Mais voilà, je trouvais cette image très intéressante, donc je te la partage. Donc voilà, l'hypothèse, c'est choisir son camp, entre guillemets. Soit on part sur une alimentation très riche en graisse, soit on part sur une alimentation très riche en glucides. On est plutôt sur du pro-métabolique. Alors voilà, moi je me pose des questions encore. Est-ce qu'il y a une solution entre les deux? Est-ce que la solution qu'on va choisir va dépendre du climat, de la saison, de son métabolisme, de qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous? Il y a évidemment des questions d'individualisation à faire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je dis bien à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même tendance à dire qu'il y a des signes qu'il faut surveiller. Ok? Premier signe, constipation. Quand on fait une selle par jour et qu'on mange 3 repas consistants, on est constipé. Ça, il faut le dire. Donc une selle par jour, c'est le grand minimum. Et encore, si on veut un bon fonctionnement hépatique, si on veut éliminer la toxicité, il faudrait, je pense, en théorie, avoir un nombre de selles équivalent au nombre de repas consistants qu'on fait. Et je te dis ça, mais moi, ça m'arrive pas tout le temps. Ça arrive à très peu de monde, mais en gros, c'est ce qu'il faudrait viser pour avoir vraiment un fonctionnement hépatique et une détoxification parfaite. Donc si vous choisissez un paramétrage entre les glucides et les lipides
et que votre constipation augmente ou que voilà, vous n'avez pas un nombre de selles égal à un nombre de repas consistants que vous faites par jour, c'est peut-être un signe que ça ne vous convient pas, ok, et qu'il faut peut-être revoir ce paramétrage. Le sommeil, si on met plus de temps à s'endormir le soir, si on commence à avoir des réveils nocturnes, si on dort moins bien, pareil, c'est quelque chose qui peut nous mettre sur la piste, qu'on n'est peut-être pas en train de faire le bon paramétrage, qui va avoir une incidence sur l'énergie, la stabilité de l'humeur et la résistance au stress. Hein. Plus on devient irritable, moins on devient résistant au stress, plus c'est un signe que y a de la toxicité endogène qui augmente. Et également la libido, hein, très important. Donc transit, sommeil, énergie, humeur, résistance au stress et libido. Si ces choses-là s'améliorent, on est probablement en train d'aller dans la bonne direction. Si ces choses-là s'aggravent, peut-être qu'il faut revoir son paramètre glucides-lipides. Dernier point, ma croyance actuelle, hein, tu vois bien que je te parle de croyance, ok? J'admets que je suis un être humain, que je peux me tromper. Je pense aujourd'hui que le carburant glucose est supérieur au carburant graisse pour la majorité des gens. En tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le cas. Et je pense que c'est le cas pour la majorité de gens. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, pour moi, c'est un carburant plus propre. Alors c'est vraiment paradoxal puisque je me suis déjà retrouvé sur des vidéos qui parlent de régime cétogène et des vidéos qui parlent de l'approche pro-métabolique où ils disent exactement la même chose. C'est-à-dire que les deux, ils disent que non, c'est les corps cétoniques, non, c'est le glucose qui est le carburant le plus propre, il y a plus de production d'ATP, ça produit moins de ROS, donc de produits d'oxydation. Donc les deux, ils disent exactement la même chose. Donc je peux comprendre des fois que ça peut paraître brumeux, hein. Ça peut être un vrai brouillard, parce qu'on se dit en fait, ils disent exactement la même chose de chaque côté. Mais moi, les arguments que j'ai entendus m'ont plus convaincu du côté pro-métabolique, pour le moment. Deuxième argument, le glucose est très important pour la fonction thyroïdienne. J'ai vu beaucoup de gens passer sur des régimes cétogènes et avoir une baisse de la fonction thyroïdienne. Pas chez tout le monde, ok, mais chez beaucoup de gens. Pareil pour le foie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement pas adaptés à la consommation de graisse sur le long terme. Et ça, on le voit très facilement. Ok, j'ai fait une vidéo sur le foie, je t'invite vraiment à aller la voir. C'est le foie et le SIBO, il me semble. Donc même si tu n'as pas le SIBO, il faut que tu ailles voir cette vidéo parce que je passe en revue tous les symptômes qui montrent un engorgement du foie. De toute façon, c'est simple. Si les selles commencent à être moins fréquentes, plus difficiles, si on commence à manquer d'appétit, avoir un brouillard mental le matin, si au niveau des marqueurs sanguins, on commence à avoir les enzymes hépatiques qui augmentent, la ferritine, l'homocystéine, je veux dire, là, on a quand même des signes, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais qui montrent qu'on a une dégradation de l'activité du foie. Et c'est des choses qu'il faut surveiller quand même, parce que quand on s'envoie 200 grammes ou de 300 grammes de graisse, de lipides par jour, c'est un énorme boulot au niveau de la production biliaire du foie. Et si on a déjà une cholestase, rajouter de la bile dans un circuit qui est déjà bouché avec de la bile, je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée. Ok? Ça, gros argument pour moi. Après, l'abondance. Les glucides dans la nature, c'est le signe de l'abondance. Donc moi, je préfère me retrouver dans un environnement abondant plutôt que dans un environnement où il n'y a pas de source de glucides. Autre argument qui m'a fait pencher en faveur des glucides, c'est tout ce qui est sport explosif. Quand j'ai fait le cétogène, j'ai très vite senti que dans mes entraînements de boxe, j'avais un espèce de plafond de verre en fait. Alors j'étais ok avec ma performance, c'était ok, mais c'est comme si je pouvais pas aller plus haut en fait. Alors que quand je fonctionne au glucides, je sens que je suis toujours en train de repousser le plafond. C'est la progression, hein, l'optimisation de la performance. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas avec le régime cétogène. Alors, je l'ai peut-être mal fait, j'étais peut-être pas assez tôt adapté. Peut-être qu'effectivement, il faut entre 6 et 12 mois, voire 2 ans, pour avoir une adaptation complète. Peut-être, et dans ce cas, je me suis trompé. Je fonctionne clairement mieux en termes d'explosivité. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un hasard si dans les sports de combat, il n'y a personne qui tourne au cétogène. Je veux dire, les athlètes de haut niveau, j'ai jamais vu un athlète qui tourne au cétogène. Voilà. Je peux me tromper encore une fois. Le transit, voilà, je trouve qu'on a un bien meilleur transit quand on fonctionne au glucose. Au niveau du stress moderne aussi, il faut savoir que, bon là je t'apprends rien,
Tu le sais qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup plus de stress de façon chronique. Ce n'est pas des gros stress, mais on est stressé en permanence. Et donc, tous ces stress chroniques, c'est extrêmement demandeur en énergie, extrêmement demandeur en cortisol et extrêmement demandeur en glucose. Parce qu'il faut bien te dire, c'est que chaque fois qu'on vit un stress chronique, c'est comme dans ta voiture, tu mets un coup d'accélérateur. Et le coup d'accélérateur, son carburant favori, c'est le glucose. Et enfin, un autre argument qui m'a pas convaincu, mais qui a fait partie de ma prise de décision, c'est cette histoire de corps cétonique. Quand on jeûne, c'est-à-dire quand on n'a rien à manger, le corps se met automatiquement à consommer des corps cétoniques. Alors il y a la théorie qui dit que c'est notre état de fonctionnement naturel, parce que dans la nature, il n'y avait pas de glucides. On a fait une vidéo complète sur ce sujet avec Christian Péten, où on passe quand même pas mal d'études en revue qui montrent que ce n'est pas le cas a priori. Il y a toujours eu des glucides sur la Terre. L'être humain a probablement toujours eu accès à des glucides, peut-être pas partout, à tout moment, mais pour la majorité de son existence sur Terre, là où il y avait le bon climat, et même là où il n'y avait pas forcément le bon climat, il y a toujours eu des sources de glucides. Et même en quantité parfois plus importante qu'aujourd'hui. Donc, moi, cette théorie de nous sommes faits pour être en cétose, il n'y avait pas de source de glucides dans l'environnement, je n'y adhère pas, en tout cas pour le moment, à moins qu'on me présente d'autres preuves plus convaincantes. Donc pour moi, voilà, fonctionner sur les corps cétoniques, c'est un mode jeûne, c'est un mode de famine, donc j'ai pas envie de faire fonctionner mon corps comme ça. Voilà. Et après, encore une fois, c'est une croyance personnelle, je dis pas que ça va être le cas pour toi. Ok. Vraiment, c'est pour ça que j'ai mis le dernier point, c'est l'individualisation. Il y a très certainement des gens qui sont parfaitement adaptés à cette alimentation. Très certainement. Mais la question c'est, est-ce que moi j'en fais partie? Et ma réponse pour le moment c'est non. Et il faut que tu trouves ta propre réponse. Ok? Donc on va maintenant passer à la suite. Donc voilà, très important ce paramètre glucides-lipides, entre guillemets, choisis ton carburant ou essaye de voir sur quoi tu fonctionnes le mieux. Parce qu'encore une fois, là-dedans, on peut faire beaucoup de choses. Tu vois, il y a 1 million de choses à tester. Maintenant, le prochain paramètre intéressant, c'est sur la nature des glucides. Donc c'est ce que j'appelle le rapport amidon-fructose. Ok, amidon, c'est tous les féculents, les sucres complexes, le pain, le riz, les pâtes, les céréales, les tubercules. Et le fructose, donc c'est un sucre simple qu'on va retrouver dans les sucres naturels que nous offre la nature, les fruits, le miel par exemple. Donc là, il faut se poser quelques questions, notamment à propos du fructose. Donc ça, pour le coup, la sphère cétocarnie, elle a pas mal débroussaillé le chemin, puisqu'il y a une longue croisade qui a été entreprise contre le fructose, et c'est quelque chose qui est très bien documenté dans la littérature scientifique. Le fructose est métabolisé par le foie. Ok, ça, on le sait, on en est quasi sûr. Donc comme c'est métabolisé par le foie, ça veut forcément dire que c'est une charge de travail supplémentaire pour le foie. Contrairement au glucose qui va être, après sa digestion, qui peut être directement utilisé, le fructose doit pénétrer les hépatocytes, doit passer par une enzyme et doit passer une étape de transformation supplémentaire, soit pour être transformé en énergie, soit pour être transformé en glucose, soit pour être stocké sous forme de réserve. Donc ça, il faut le savoir. Le fructose est métabolisé par le foie. Ensuite, au niveau du fructose, il y a un facteur important à prendre en compte, c'est le climat et l'ensoleillement. C'est une piste que je n'ai pas encore investiguée, mais je suis persuadé qu'il y a un rôle très important entre l'exposition au soleil et la possibilité de consommer des fruits. C'est Jean Hunziger qui m'avait déjà initié à ce sujet il y a plusieurs années. Il m'a dit, Jérémy, chez les Hunziger, de octobre à avril, il n'y a pas un fruit sur la table. Et il m'a dit, on n'est pas fait pour manger des fruits en hiver. C'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque. Il m'avait dit ça, et moi j'étais en plein dans l'alimentation ancestrale. Les fruits, il me disait, Jérémy, tu verras, il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule parce qu'ils mangent trop de fruits quand ils ne le devraient pas. En été, il n'y a pas de souci, mais il faut faire très attention, surtout chez les crudivores. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. De toute façon, les fruits, ça ne pousse pas dans la pénombre, donc il y a un vrai sujet par rapport où on se trouve. Est-ce qu'on a accès au soleil? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en parlent. J'ai beaucoup de gens en consultation qui me disent supporter très bien les fruits ou les fruits séchés pendant une certaine période, et puis tac, arrivé en automne, tac, on se rend compte que les dattes elles placent plus, on se rend compte que les pommes,
Et il y a plein d'aliments comme ça qui tout d'un coup, on les digère plus. Il doit y avoir un lien vraiment avec le climat et l'ensoleillement, mais j'ai pas plus d'informations sur le sujet pour le. Autre sujet, c'est le tempérament. Donc en naturopathie, tu sais qu'on a les tempéraments plutôt rétractés ou dilatés. De dilaté, c'est costaud, et rétracté, c'est comme moi, plutôt les asperges. Et donc les tempéraments rétractés, donc les minces, les longilignes, sont moins susceptibles de pouvoir tolérer de grandes quantités de fruits, notamment en raison voilà, des acides, ça c'est Robert Masson qui nous avait parlé, etc. Donc il y a la question du tempérament. Quel est ton tempérament et quelle est ta tolérance aux fruits? Après, il y a la question de l'activité physique, de la transpiration, de la frilosité. Une personne qui transpire beaucoup, une personne qui a une grosse activité, elle va pouvoir consommer plus de fruits. Même en hiver, je veux dire, une personne qui bûcheronne, qui crame 5000 calories en hiver, qui a chaud, qui transpire, elle va peut-être avoir besoin de quelque chose qui va la rafraîchir. Pourquoi pas un fruit? Ok, mais encore une fois, ça, c'est de l'individualisation. Et après, il y a la frilosité, c'est que plus un fruit te procure du froid, si tu as de la frilosité et que les fruits te rafraîchissent, effectivement, je ne pense pas que ce soit le bon aliment pour toi actuellement. Voilà. Et donc, comme je te le disais, dans la littérature, on a beaucoup de recherches qui a été faites sur le fructose, en négatif, hein, mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, on se rend compte que très souvent, ce sont des études qui sont faites avec du fructose isolé, avec des quantités très élevées, d'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces études qui sont difficiles à interpréter. Du côté carnicétogène, le fer de lance de toute cette croisade, c'est le docteur Robert Lustig qui annonce un chiffre du style, voilà, il faudrait 25 grammes de fructose par jour, pas plus. Au-delà, c'est néfaste. Je crois que même l'OMS a fait des recommandations sur la quantité maximale de fructose à ne pas dépasser. Voilà, après, comme dit, c'est beaucoup d'études qui sont faites sur du fructose isolé. Beaucoup d'études sont faites avec du sirop de fructose issu du maïs. Donc moi, la seule étude un petit peu intéressante que j'ai trouvée, c'est d'ailleurs une étude qui avait été partagée par Sequoia Santé à l'époque. Donc c'est celle-là, effet d'un régime alimentaire riche en fruits sur les biomarqueurs hépatiques, la résistance à l'insuline et le profil lipidique chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique. C'est une problématique de foie. Un essai clinique randomisé. Donc je ne vais pas tout te lire, mais c'est une méta-analyse qui a été faite en Iran sur 80 adultes qui avaient du coup une stéatose hépatique non alcoolique. Et donc on les a mis dans un groupe, dans un groupe où on leur demandait de consommer au moins 4 portions de fruits par jour, et un autre groupe témoin où on leur demandait de consommer moins de 2 portions par jour. Okay, et puis on a mesuré leurs enzymes hépatiques, le cholestérol, les triglycérides, le HDL, le LDL, etc., etc. Et donc après 6 mois d'intervention, les résultats indiquent que la consommation de fruits à raison de plus de 4 portions par jour aggrave la stéatose, la dyslipidémie, le contrôle glycémique chez les patients atteints de NAFLD. Voilà, après, bon, ces gens-là, on ne les a pas enfermés, hein, on les a laissés partir chez eux. Est-ce qu'ils ont vraiment respecté ce qu'ils ont dit? Voilà, ça on ne pourra jamais le savoir. C'est difficile de conclure quelque chose de ce genre d'études, mais si effectivement ces gens-là ont vraiment respecté les consignes, eh bien voilà, ça pourrait peut-être vouloir dire que il faut faire attention avec les fruits quand on a un problème de foie. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient à côté? Est-ce que c'est la somme des fruits plus ce qu'ils mangeaient à côté qui a posé problème? Je veux dire, s'ils ont une stéatose hépatique actuellement, c'est peut-être que tout ce qu'ils ont fait avant n'allait pas dans le bon sens. Donc, s'ils ont gardé cette base et qu'ils ont ajouté des fruits, peut-être que ça a aggravé les choses. Mais voilà, ce genre d'études quand même, moi, ça me fait poser des questions et je me dis, ok, bon, le fructose, il doit quand même être métabolisé par le foie. Dans le doute, d'accord, il ne faut pas en surconsommer. Tous ces problèmes qu'on peut avoir le fructose, on ne va pas les avoir avec l'amidon. Parce que l'amidon, il est digéré dans la bouche, il est digéré dans l'intestin, ça passe la barrière intestinale, c'est du glucose, donc c'est directement prêt pour produire de l'énergie. Donc, de ce que je sais, on n'a pas du tout les mêmes problèmes avec l'amidon qu'on a avec le fructose potentiellement sur le foie. Donc ça, c'est important de le noter, hein, parce que dans la sphère ancestrale, les fruits séchés, les dattes, le miel, ça y va à gogo. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est sur les amidons. Alors les amidons, là on va concrètement parler des céréales. Alors déjà, on va mettre de côté le sujet des céréales modernes. Les céréales modernes, on est tous d'accord. Le blé moderne, tout ce qui est fait à partir de levure, tout ça c'est à éliminer, à mettre de côté. Donc nous, les amidons dont on va parler, c'est les céréales anciennes. Le riz blanc, le petit épeautre, les choses comme ça. Et tout ce qui va être fabrication, le levain.
J'ai créé spécialement une carte de France avec toutes les boulangeries au levain. Je les appelle une par une pour demander si elles sont vraiment au levain. Il y a une description à lire, hein. Je ne peux pas garantir que ces boulangeries elles sont 100% levain parce qu'il n'y a pas de label officiel. Mais voilà, c'est une carte que je donne à tous mes clients et c'est une carte qui est disponible sur mon compte Instagram. Donc il suffit de s'abonner à mon compte, on va en haut dans les stories, à la une, et on peut retrouver cette carte très facilement. Donc nous on parle de céréales anciennes au levain. Ok. Donc les amidons, la question qu'on se pose c'est une grosse quantité de glucose. Hein, vous prenez du pain au levain, c'est 60 grammes de glucides pour 100 grammes. Prenez du riz blanc, on est à 40. Prenez des tubercules, on est à 15-20. Donc on est sur des quantités de glucose plus élevées que pour les fruits. Donc il y a des grosses quantités de glucose qui arrivent. Donc la question obligatoirement qu'on se pose, c'est qu'en est-il de la glycémie, hein? Que va-t-il se passer au niveau de la glycémie? C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on mange à côté de ces amidons, hein? Qu'est-ce qu'on mange comme protéines, qu'est-ce qu'on mange comme fibres, quelle est la santé hépatique, hein, parce que c'est le foie qui gère 80% de la glycémie. Donc ça c'est important de savoir ce qu'on mange à côté. Et puis sur l'amidon, pour ceux qui en auraient peur, je rappelle quand même une chose, c'est qu'on a tous dans la bouche de l'amylase salivaire qui est spécifiquement là pour digérer l'amidon et rien d'autre. Pas les sucres simples, pas les graisses, pas les fibres, pas les protéines, l'amidon. Et nous avons tous ça. Oui, il y a des différences génétiques, il y a des gens qui ont plus de copies de l'amylase salivaire, d'autres moins, mais nous en avons tous. Et les études que j'ai pu lire montrent que nous consommons des amidons depuis probablement très longtemps, des racines, des tubercules. Alors ça ne veut pas dire que c'était la majorité de notre alimentation, mais cette adaptation génétique montre bien que nous en avons consommé suffisamment longtemps pour que notre corps, notre génétique, décide de nous en mettre dans la bouche, de cette amylase. Voilà. Donc, la question du fructose, c'est attention à la santé hépatique, attention au climat dans lequel on se trouve, attention à son tempérament, attention à son activité physique, la frilosité et l'état de son foie. Et sur l'amidon, la question c'est surtout quelle qualité va-t-on prendre, comment a été produit ce pain, levure, levain, qu'est-ce qu'on mange à côté pour accompagner cette quantité de glucides, et quelle est sa tolérance. Et là, effectivement, on pourrait aller voir du côté génétique, est-ce qu'on est très adapté ou pas à la consommation d'amidon, de par le nombre de copies d'amylase salivaire qu'on a. Mais là, bon, on n'a pas besoin d'aller faire un test pour moi, juste l'expérience permet de savoir, quoi. Voilà. Une autre chose aussi à dire sur l'amidon, c'est que toutes les populations que Weston Price a étudiées, qui étaient européennes ou qui vivaient dans des climats froids, enfin froids, tempérés, consommaient des céréales. Quand il va voir les Écossais et les Irlandais, ils tournent au gruau d'avoine. Quand il va voir les Suisses, ils tournent au pain de seigle. Oui, il y a des produits laitiers, bien sûr qu'il y a de la viande, etc. Mais les céréales, c'est quelque chose qui a fait partie de toutes les civilisations. Dans les années 1900, au Japon, on mange presque 700 grammes de riz blanc par personne par jour. Et les maladies auto-immunes sont en bas, le diabète est en bas, l'obésité est en bas. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ok? Donc en conclusion, pour que tu puisses arbitrer, savoir si tu dois plus te tourner vers des amidons, plus vers du fructose, surveille ta digestion, hein. Qu'est-ce qui te permet une meilleure digestion? Qu'est-ce qui te permet un bon transit? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien après le repas? Regarde ta chaleur corporelle, hein. Les fruits sont des aliments qui rafraîchissent, donc il faut faire attention avec ça. Si on veut des sucres simples, mais qu'on ne veut pas le rafraîchissement du fruit, on va plutôt se tourner vers des fruits séchés ou vers du miel, par exemple. La saison, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai beaucoup de gens en consultation qui me disent que leur capacité à digérer des sucres simples dépend fortement de la saison et du climat. En hiver, généralement, ça pose plus de problèmes pour les gens. On peut se tromper, bien sûr, mais c'est vrai qu'en se posant la question, ça fait sens. Bah oui, quand il fait plus beau, il y a plus de fruits, il y a plus de miel, il y a plus de fruits séchés, etc. Donc faire attention à la saison. Et le point le plus important, je vais le mettre en gras, c'est santé hépatique, hein. Ok? Faire attention à l'état de son foie. Donc là, il faut aller revoir mes deux vidéos que j'ai fait sur le foie. 1, la détox du foie. 2, le lien entre le foie et le SIBO. Même si tu n'as pas le SIBO, va la voir parce que tu vas apprendre plein de choses. Et donc, regardez les marqueurs sanguins, hein, les marqueurs sanguins relatifs au foie. Et faire attention. Je pense pas, et c'est ma croyance, hein, que s'envoyer une tonne de fructose
sur une personne qui a un début de cholestase ou une stéatose hépatique non alcoolique soit une bonne idée. Ok, je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Donc toutes ces choses-là peuvent te permettre de faire ton paramétrage entre amidon et fructose. Sachant que ce paramétrage, voilà, il peut changer en fonction de la vie, il peut changer en fonction de l'environnement où tu es, et il peut changer en fonction de la saison. Voilà, donc très important ce paramétrage amidon-fructose. Troisième point, très important, c'est la quantité globale de fibres. Alors dans la sphère ancestrale, il faut clairement le dire, les fibres sont diabolisées. C'est ce que je pense, c'est ce que je trouve, c'est ce qu'on voit le plus souvent, je peux me tromper, mais c'est la vision que j'ai. Les fibres insolubles, notamment des légumes, seraient irritantes. Les légumes contiendraient d'innombrables antinutriments et leur densité micronutriments est faible et la plupart des micronutriments seraient inactifs. Il est vrai que, et j'ai été le premier à le faire, j'ai été le premier à poster des choses comme ça sur mon Facebook, d'accord, des battles de micronutriments. Je faisais ça quand je ne savais pas quoi faire au début pour me faire connaître. Donc voilà, ce genre de schéma, ce genre de comparatif nous montre bien que dans les produits animaux, il y a beaucoup plus de densité micronutritionnelle que dans les légumes. Et c'est comme ça pour quasiment tous les légumes, tous les produits animaux. Donc tout ça c'est vrai, la densité micronutriments est faible et très souvent les micronutriments dans les légumes sont sous une forme inactive par rapport aux produits animaux. Tout ceci est vrai. Il y a effectivement des antinutriments dans les légumes et il y a effectivement des personnes chez qui ces fibres insolubles irritent. Mais cela ne veut pas dire que les légumes sont mauvais et qu'il faut les enlever. Vraiment. Oui, ils ne contiennent pas de macronutriments non plus, mais il faut bien comprendre une chose. Et on va revenir encore à la lune de miel. Imaginez une personne avec une dysbiose énorme, qui dès qu'elle mange des légumes, des fruits, elle ballonne pas possible, etc. Le jour où on met cette personne sur une alimentation réduite en fibres, elle va revivre. Parce que sa dysbiose, ces bactéries sont tellement présentes qu'elles se surdéveloppent lorsque n'importe quelle fibre arrive dans ses intestins. Donc pour certaines personnes, on a besoin de passer par des périodes avec moins de fibres, voire sans, pour avoir le temps de réguler des problèmes digestifs, de réguler des dysbioses. Mais est-ce que c'est forcément bon à long terme? Eh bien pas forcément. Il faut bien te dire une chose, c'est que si là maintenant tu te casses le pied et que tu veux te déplacer, je vais te donner des béquilles, c'est logique, parce que tu ne peux pas marcher sur ton pied. Mais le jour où ton pied il est réparé, et je te dis non, garde les béquilles, non, je veux que tu gardes les béquilles, tu vas me dire mais oh, t'es fou Jérém, les béquilles j'en ai plus besoin, mon pied il est réparé, maintenant j'ai plus besoin des béquilles, je peux aller courir, marcher. Mais c'est pareil pour les fibres. On a besoin des fois de périodes où effectivement les fibres empirent la situation. Mais une fois qu'on a réparé la dysbiose, une fois qu'on a réparé le système digestif, on les remet. Et pourquoi on les remet? Pourquoi c'est un problème si on n'en remet pas? Parce que les fibres sont le seul moyen qu'a le corps de capturer la bile dans les intestins et de l'emmener aux toilettes. Rappelle-toi cela, les fibres, c'est ce qui capture la bile dans l'intestin et qui l'emmène aux toilettes, qui te fait une jolie selle. Donc les fibres, c'est l'élément qui te permet de te détoxifier. Donc oui, sur le moment, tu arrêtes les fibres, tout va mieux, mais c'est parce que tu avais un terrain qui était complètement déséquilibré. Tu te retapes, mais une fois que ça se passe bien, il faut en remettre. Parce que sinon, avec le cycle entérohépatique, tu vas réabsorber toutes ces fibres-là et tu peux aller lentement vers quelque chose qui s'aggrave avec le temps. Ok? Donc très important, les légumes pour l'élimination de la bile. Très important pour l'hydratation aussi. Dans les légumes, dans certains légumes, on va retrouver du sodium et du potassium qui sont également présents dans la viande. Mais si on ne mange pas 600 grammes de viande rouge par jour, eh bien on peut avoir besoin de légumes. Je vais donner juste deux exemples que j'aime bien, c'est le radis rose, violet ou le radis rose de Chine, je ne sais plus comment ça s'appelle, et le céleri rave par exemple, ou le céleri. Ce sont des légumes qui sont très riches en potassium, très riches en sodium. Comme ils sont faciles à manger,
leurs fibres, quand on a un système digestif qui fonctionne correctement, ne pose aucun problème. C'est très facile d'en manger sur la journée 2, 3, 4, 500 grammes. Extrêmement simple. Le radis, c'est que de l'eau. Ou les endives, par exemple. C'est que de l'eau. Donc on peut monter très facilement à 10, 20, 30, 40, 50% de ses besoins en potassium sur la journée. Et le potassium, c'est quelque chose qui est super important pour la vitalité, super important pour la thyroïde. Et le sodium aussi d'ailleurs. Donc, les légumes, c'est pas du tout quelque chose à mettre à la poubelle. Et j'avoue que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule là-dessus, puisque c'est vrai qu'il y a quelques années encore, bon, les légumes, j'étais pas très fan, je voyais pas vraiment l'intérêt. Mais depuis que j'ai compris que ça servait à évacuer la bile et que j'ai compris que c'était une excellente source d'hydratation, eh bien, je comprends l'intérêt des légumes. Alors après, il faut aussi se dire une chose, c'est que les légumes, c'est pas ce qui cause la dysbiose. Quand tu as une dysbiose et que tu manges des légumes et que tu ballonnes, c'est pas les légumes qui causent ça. C'est parce que tu as trop de bactéries qui se surdéveloppent, tu as une mauvaise digestion, tu as une cholestase, tu as une mauvaise circulation biliaire, tu as une hypochloridrie, tu as un épuisement. D'accord? Donc, c'est pas les légumes qui causent ça. Maintenant, il faut bien te dire que si les légumes t'aident à résoudre ces causes, à résoudre la cholestase, à résoudre l'hypochloridrie, hein, ce que je te disais dans les légumes, tu vas retrouver potassium, sodium, si tu les choisis correctement. Ils vont aider à réduire la cholestase. Donc tu vois bien que là, c'est carrément l'inverse. Les légumes vont t'aider à réduire la cholestase, ils vont t'aider à réduire l'hypochloridrie. Donc ils deviennent un ami pour toi. Tu vois? Donc il faut changer de perspective sur les choses. Et si on les supprime à long terme, on peut avoir des problèmes. Je rajouterai une chose, c'est que dans plein de pays, il y a même des légumineuses au plat. Tu prends le Brésil, les plats nationaux, c'est du riz blanc mélangé avec des haricots rouges. Ok? Et le Brésil, c'est pas non plus le pays le moins en santé de la planète. Donc, je veux dire, je dis pas qu'il faut manger des légumineuses, même moi j'en mange pas, mais il y a de plus en plus de signes qui me montrent que voilà, les fibres ont un réel rôle à jouer. Je pense pas qu'elles ont un rôle très important du style nourrir le microbiote, comme on nous explique du matin, midi et soir, qu'il faut s'envoyer 50 grammes de fibres par jour. Je pense pas que ce soit aussi simple. Par contre, pour l'élimination de la toxicité, oui, ils sont vraiment importants. Donc encore une fois, on termine là-dessus sur l'individualisation. Les fibres, ça doit être quelque chose qui te permet d'améliorer ton transit. Si les fibres te permettent d'évacuer plus de bile, d'avoir des selles mieux formées, un transit plus régulier et de faire plus de selles dans la journée, tout en respectant ton intégrité du système digestif, elles sont bénéfiques. Et ça va dépendre d'une personne à l'autre. Je te l'ai dit, il y a des gens qui ont des très gros problèmes digestifs et qui malheureusement vont devoir passer sur des diètes plus ou moins réduites en fibres pendant un certain moment. Okay? Mais ça, voilà, ça on le voit en consultation parce que on ne peut pas donner de recommandations générales. Mais les fibres ne sont pas à mettre à la poubelle. J'espère que je t'ai bien fait prendre conscience de cela. Autre point important, c'est la quantité globale de vitamine A dans les diètes ancestrales. Bon, la vitamine A, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Elle sera dans la description. C'est une vidéo qui est non répertoriée parce que je la réserve pour le moment uniquement à mes abonnés. Donc je la réserve pour les gens qui ont vraiment envie d'aller creuser le sujet. Donc voilà, elle est en description si tu veux aller la voir. Le problème de la vitamine A, il est simple. C'est une vitamine 1 qui est toxique en excès, 2 qui s'accumule dans le foie au cours du temps lorsqu'elle est consommée en excès et qui à terme cause des lésions hépatiques. Et comme le foie il est central dans le métabolisme, à partir du moment donné où le foie est perturbé, c'est tout le métabolisme entier du corps qui est perturbé. Et le problème dans les diètes ancestrales, c'est que la vitamine A est omniprésente. Omniprésente dans les diètes ancestrales, surtout les diètes animal-based. On a eu un vrai regain des abats ces dernières années. On ne parle que des abats. C'est l'aliment le plus riche en micronutriments au monde. On entend ça partout. Et j'ai été un des premiers à en parler. Même moi, il y a plusieurs années, j'ai fait des vidéos où j'expliquais voilà, que le foie, c'est génial, qu'il y a énormément de micronutriments dedans. Et c'est vrai. Dans le foie, on trouve le meilleur. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que dans le foie, on trouve également le pire de l'animal. Et pour le coup, là, on va parler de la vitamine A. Il y a plein d'autres choses qui sont problématiques dans le foie, les rognons, dans les abats. Mais aujourd'hui, on va juste parler de la vitamine A. Je donne juste un exemple. Dans 100 grammes de foie de bœuf, nous avons 20 à 30 000 unités internationales de vitamine A.
ce qui correspond à entre 800 et 1000% des apports journaliers recommandés. Donc on est 10 fois au-dessus des apports journaliers recommandés. Et le foie, il faut regarder les comptes ancestraux, il y en a dans toutes les assiettes. On a l'impression qu'il faut en manger tous les jours. Et la vitamine A est toxique en excès, c'est un fait indiscutable. Enfin, indiscutable, il n'y a rien qui est indiscutable, mais c'est un fait très bien documenté dans la littérature scientifique. Et tu verras dans la vidéo que je t'ai mis en non répertorié dans la description de cette vidéo, que la dose toxique chronique de vitamine A, c'est à peu près 40 000 UI. Donc avec 100 grammes de foie, on n'en est pas loin. La vitamine A, elle est également présente dans toutes les graisses animales. Elle est présente dans le porc, dans les viandes grasses. Elle est présente dans les produits laitiers crus. Elle est présente dans la patate douce. Elle est présente dans la salade de carottes du Dr Epite. Dans tous les fruits et légumes qui ont la chair rouge, orangée, jaune ou vert foncé. Et elle est très présente dans les fruits exotiques. Orange, mangue, agrumes, papaye. Elle est également présente dans les suppléments d'organes, dont par exemple Paul Saladino fait la promotion. Donc la vitamine A, elle est omniprésente dans les diètes ancestrales, et pour moi, c'est un problème. C'est peut-être un faux problème, je me fais peut-être du souci pour rien, mais j'ai de vraies raisons de penser que c'est un problème. On va juste faire une journée type. Alors j'ai fait une journée type sans abats, donc même sans considérer des abats, pour te montrer ce que ça peut donner. Donc tu vois là, j'ai pris une journée type ancestrale à 2800 kcal. Donc le matin, 4 œufs avec 30 g de beurre, 15 g de miel. Le midi, 200 g de basse-côte, 300 g de graisse de bœuf, 150 g de pain en levain. Tu vois, j'ai même mis un peu d'amidon. Aux 4 heures, une orange, une pomme et 50 g d'emmental au lait cru. Goûter pro-métabolique. Et le soir, 150 g de viande hachée, 200 g de patates douces, 20 g de beurre cru et un petit verre de lait pour terminer, un verre de lait cru. Donc sur une journée comme ça, on est à 2800 kcal et on est à 200%, et encore j'ai pris la fourchette basse, hein, on est à 200% des apports journaliers en vitamine A. Ça c'est une journée de base, hein. J'ai pas mis d'aliments spécialement riches, je t'ai dit j'ai pas mis de foie, et on est déjà à 2 fois les apports journaliers recommandés en vitamine A. Donc tu vois, à 5000 UI, on se dit, ouais c'est pas beaucoup, la dose toxique chronique elle est à 40 000, oui mais sur ces 5000 tu vas utiliser combien et tu vas stocker combien? Voilà, bon, j'en dis pas plus. C'est une question de dose et de fréquence et d'accumulation. Je te laisse regarder la vidéo en description pour plus de détails. Mais ce que je voulais juste te dire, c'est que chaque fois qu'on mange 100 g de foie, on a notre quota de vitamine A pour 10 jours. Et il y a des gens dans l'alimentation ancestrale qui mangent du foie plusieurs fois par semaine. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça toutes les semaines, 52 semaines par an sur plusieurs années? Je ne sais pas. Donc si tu veux le savoir, regarde ma vidéo sur la vitamine A dans la description. Donc voilà pour moi un paramètre important à surveiller dans les diètes ancestrales, la quantité globale de vitamine A. Donc voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc je voudrais dire une chose, une dernière chose, c'est que tout ça c'est une histoire de contexte. Tous ces paramètres-là qu'on a vus, c'est individualisé en fonction de ta situation. Ce sont des manivelles que tu peux actionner, des curseurs avec lesquels tu peux jouer. En tout cas, c'est ceux avec lesquels moi je joue. Donc on va rappeler les curseurs. Les curseurs, c'est la quantité de vitamine A globale dans l'alimentation, le rapport entre l'amidon et fructose, entre sucre complexe et sucre simple, le rapport entre glucides et lipides, choix du carburant, la quantité de protéines totale, qui ne doit pas être trop élevée, mais pas trop basse, et la quantité de fibres, pareil, qui ne doit pas être trop élevée, sinon on peut avoir des problèmes digestifs, mais pas trop basse, parce que sinon on n'évacue pas cette bile. Donc ça, c'est les curseurs avec lesquels on peut jouer. Et maintenant, ces curseurs, ils vont également être influencés par ta situation personnelle. Quelle est ton activité physique? Est-ce que tu transpires? Quel est ton tempérament? Quelle est la santé de ton foie? Très très important pour tout ce qui est vitamine A et fructose. Quel est le climat dans lequel tu vis? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que tu t'exposes au soleil? Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Est-ce qu'on est en plein hiver? Est-ce qu'on est en plein été? Quelle est ta situation digestive? Est-ce que tu vas digérer une grande quantité de fibres ou pas? Quel est le carburant qu'il te faut là actuellement?
et quels sont tes antécédents et quelles sont les carences que tu as eues dans le passé. Est-ce que tu sors d'une période où tu manquais beaucoup de viande, etc., etc. Tout ça, il faut le savoir. Voilà, tout ceci étant dit, le plus important pour la fin. Alors, quels que soient les paramètres que tu vas changer, que tu vas bouger, moi j'utilise toujours le même outil, ma boussole. C'est ma boussole personnelle, hein, tu fais ce que tu veux, mais c'est les indicateurs de vitalité. Énergie, digestion. Dans la digestion, je mets le transit, l'humeur, la libido, la chaleur corporelle, le sommeil, sont pour moi les indicateurs de vitalité. Si ces choses-là s'améliorent sur le long terme, on est, pour moi, en tout cas dans ma vision, on est dans la bonne direction. Attention, ces choses-là peuvent s'améliorer sur le court terme, ce qu'on a vu tout à l'heure, duration paradox, le paradoxe de la durée. Mais quand ça s'améliore sur le long terme, là, on est quand même assez sûr d'aller dans la bonne direction. Donc moi, pour mes clients, je l'évalue à chaque séance. À chaque séance, on évalue ces indicateurs et on voit tout simplement comment ça se passe dans la durée. Mais tu peux le faire tous les mois hein, sur un Excel si ça t'intéresse. Et donc tu peux traquer pour voir dans quelle direction tu vas. Donc tu donnes une note sur 10, 10 c'est la note parfaite, 0 c'est la pire note possible. Et comme ça, tu peux voir ton évolution en fonction des changements que tu fais. Maintenant, évaluer ces indicateurs-là, ça demande plusieurs choses. La première, c'est que ça demande une honnêteté radicale envers soi-même. C'est-à-dire que quand tu évalues ton énergie, ton humeur, ton sommeil, etc., tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois être honnête par rapport à ce que tu veux atteindre et tu dois être honnête par rapport à où tu es aujourd'hui. Et c'est là où, ce que je te disais tout à l'heure, ça peut être un peu compliqué parce que si toute ta vie, tu étais là et qu'après la nouvelle alimentation, tu te retrouves là, bah, tu as l'impression que c'est la meilleure santé de ta vie possible. Alors que non, en fait, tu as toute cette marge de manœuvre encore. Tu pourras arriver jusque-là. Et ça, malheureusement, après, à part l'avoir vécu, c'est compliqué de le conscientiser. Parce que moi, je peux te décrire hein, ce qu'est l'énergie idéale, la digestion idéale, la libido idéale, le sommeil idéal. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, là, c'est autre chose. Parce que, je peux te le dire, le sommeil idéal, c'est quoi? C'est, tu es capable de t'endormir n'importe où, même s'il y a du bruit. Tu t'endors en 2 minutes, ou instantanément. Tu ne te réveilles pas la nuit, tu dors d'une traite. Et quand tu te réveilles le matin, tu es super frais. Tu as un joli visage, tu es en forme, tu as envie de commencer ta journée. Ça, c'est un bon sommeil. Mais qui aujourd'hui a un sommeil comme ça? Même pas moi, je te rassure tout de suite, hein, même moi, j'ai pas un sommeil comme ça. Mais ça, c'est le vrai sommeil 10 sur 10 pour moi. Et ça, je l'ai déjà vécu dans ma vie. Quand j'étais ado, enfin, probablement toi, hein, je veux dire, on n'était pas tous en mauvaise santé, hein, déjà quand on était ado, mais il y a plein de gens qui comprennent ce que je veux dire. Quand tu es ado, enfant, tu t'endors n'importe où. Tu peux t'endormir dans une soirée avec les adultes sur le canapé alors qu'il y a de la musique. Tu dors d'une traite, tu te réveilles le matin, tu es toujours frais. Ça, c'est du vrai sommeil. Donc là, je peux te l'expliquer avec des mots, mais tant que tu ne l'as pas vécu, ça, c'est autre chose. Ok? Donc ça, pour moi, je sais que dans ma tête, ça, c'est le 10 sur 10. Mais pour une autre personne qui a toujours vécu avec un sommeil catastrophique, peut-être que son 10 sur 10, ça va être autre chose. Donc là aussi, il y a des petits ajustements d'échelle à faire. Et c'est pour ça que voilà, je suis là pour te décrire. Mais vraiment, sache que pour chacun de ces indicateurs, nous pouvons atteindre un niveau phénoménal. Phénoménal. Donc je disais, première chose, c'est l'honnêteté radicale envers soi-même. Être capable d'évaluer avec une vraie lucidité où on en est sur chacun de ces indicateurs. Et deuxième chose qui est très important, c'est le refus de s'enfermer dans un dogme. Les légumes sont mauvais, les fruits sont mauvais, je n'ai pas besoin de viande rouge. Il faut sortir des dogmes. Parce que là, ce qu'on fait en changeant ces paramètres, c'est qu'on teste des choses. Et s'il y a une amélioration, c'est uniquement ça qui doit nous dicter le chemin à suivre et rien d'autre. Parce que si on part déjà avec des a priori, ah non, non, moi le fructose, non, 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 moi je sais que des amidons, on ne se donne pas la chance d'essayer. Ou alors, oh non, non, moi les féculents, non, non, c'est cuit, c'est de l'agriculture, et des antinutriments, je vais rester sur les fruits, le miel. On ne se donne pas la possibilité d'évoluer. Okay, ah non, non, les légumes c'est mauvais, etc. Moi il ne me faut pas de fibres.
Donc si on réfléchit comme ça, on ne se donne pas la possibilité d'évoluer. Donc la seule façon d'aller vraiment dans la bonne direction, c'est de prendre ces paramètres, de prendre ces indicateurs et de faire ces expérimentations en dehors de toute croyance et de tout dogme. Et là, je te le dis, ça a l'air facile, comme je te dis tout à l'heure, hein, là c'est une mule qui te parle, hein. Moi je suis une mule de compétition et les croyances, j'en ai eu mais des énormes. Et je peux te le dire aujourd'hui, ne fais pas la même erreur que moi, ne laisse pas tes croyances te dicter la direction dans laquelle tu ailles. Fais-toi confiance au niveau de tes indicateurs de vitalité. Ton corps, il parle pour toi. Voilà. Et c'est, je pense, la meilleure boussole que tu peux avoir. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Avant de partir, important, si tu es arrivé jusque-là déjà, je te félicite. Ça veut dire que tu prends le temps de t'informer et tu vas chercher l'information. Et j'espère qu'avec ce que je t'ai donné là, tu vas pouvoir concrètement aller changer des choses dans ton quotidien et aller dans le bon sens. Maintenant, si tout ce que je t'ai dit là ne te suffit pas, que tu sens que tu as besoin de faire un petit bout de chemin en étant accompagné, le premier lien en description, ce sera le lien vers ma page de prise de rendez-vous. Il y a une vidéo à regarder au début, vraiment regarde-la parce qu'il y a des règles à respecter avant de prendre rendez-vous. Mais sache une chose, c'est que j'ai une solution, alors pas forcément pour tout le monde, mais j'ai une solution pour toutes les situations financières. Donc même si tu penses que tu n'as pas de moyens, que tu ne peux pas te faire accompagner, non, j'ai une solution pour tout le monde. Il faut juste que tu regardes la vidéo et si tu as besoin d'aide, d'accord, demande-la maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler tes problématiques. Il ne faut pas attendre un mois, 6 mois, un an que les choses s'aggravent. Comme le dit très bien Jean Cario, c'est maintenant qu'il faut préparer tes 10 prochaines années. C'est exactement pareil dans la santé, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est pas demain. Ok? Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si tu as aimé, t'as pas aimé, dis-le en commentaire. Si tu as des remarques à faire, dis-le en commentaire. Je réponds à tout le monde et je serai heureux de me corriger si j'ai fait des erreurs. Je te dis à plus sur Vitaï TV.